ça. Et donc bienvenue, merci beaucoup. Bienvenue à la déjà 8e séance de ce cycle de conférences qui s'appelle donc À la rencontre des historiens et des historiennes de la santé. Pour les gens qui viennent pour la première fois, donc c'est à l'occasion des 10 ans du réseau Historiens de la santé, historiens et historiennes de la santé, qu'on a organisé ce séminaire qui vise à partir à la rencontre, comme son nom l'indique, des gens qui aujourd'hui renouvellent, réinventent, repensent l'histoire de la santé, soit par des territoires d'exploration particuliers, par des outils, comme ce sera peut-être plus le cas aujourd'hui, singuliers, ou par des approches renouvelées, et de voir comment, au cours des 10 années qui se sont écoulées de naissance du réseau historien et historienne de la santé, le champ, la discipline, si on peut aller jusque-là, a évolué, s'est transformé et s'est développé. Et donc, pour notre belle séance d'aujourd'hui, on va parler de démocratisation de l'histoire de la santé, donc autour des outils de partage de la recherche en histoire de la santé. Donc, pour tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir deux équipes d'intervenants. Donc d'abord, on va avoir le plaisir d'entendre Isabelle Perrault de l'Université d'Ottawa qui va venir nous parler de la bande dessinée qu'elle a produite et coproduite autour de son travail sur l'histoire du suicide au Québec. Et ensuite, donc, on a l'équipe de l'Université libre de Bruxelles, Tommy Degang et Valérie Leclerc, qui nous parleront, eux, du podcast qu'ils ont créé avec Laura Dispuro aussi, autour, donc, qui s'appelle Le cerveau volé, autour de l'histoire d'une infirmière et d'un médecin belge, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Pour celles et ceux qui connaissent pas encore le fonctionnement et qui sont pas habitués, donc c'est très simple. Je vais m'arrêter de parler dans une petite minute. Ensuite, Isabelle sera la première intervenante pour une vingtaine de minutes de présentation. Il y aura un temps de questions autour de son intervention. Puis suivront Tommy et Valérie pour une vingtaine de minutes également. Il y aura un temps de questions aussi autour de leur intervention. Et puis, il nous restera en théorie un tout petit peu de temps pour échanger peut-être autour des deux interventions qui ont des points communs évidemment et des points de connexion. Dans tous les cas, tout cela s'arrête à 13h30 pour l'heure montréalaise ou 18h30 pour l'heure européenne. Et tout le monde peut repartir à sa vie normale à partir de ce moment-là. J'ai promis que je m'arrêtais maintenant, donc je vous remercie toutes et tous d'être là. Je remercie évidemment les intervenants et les intervenantes qui ont accepté d'être présents aujourd'hui et de participer à cette journée-là. Et puis je vais tout de suite passer la parole donc à Isabelle Perrault, qui est professeure au département de criminologie de l'Université d'Ottawa et qui va nous présenter la recherche qu'elle a menée, le travail qu'elle a mené autour de sa bande dessinée. Isabelle, la parole est à toi pour les 20 prochaines minutes. Tu peux partager librement des choses si tu en as le besoin. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre. Bonjour à tous et à toutes. Oui, je vais parler aujourd'hui du projet, donc la jeunesse du projet qui a mené à la publication en 2020, en pleine pandémie, de la BD Vous avez détruit la beauté du monde, pardon. C'est vraiment dans un contexte depuis plusieurs années de financement, hein, de mobilisation des connaissances, comme nos facultés le disent, comme nos vice-décanats le disent, que certains projets sortent du cadre plus classique de l'article scientifique ou de l'ouvrage publié aux presses universitaires. Notamment au centre de recherche que je co-dirige, on fait des podcasts, hein, à cause de la pandémie notamment, beaucoup de podcasts depuis 1 an et demi environ. Je sais que Tommy et Valérie vont nous parler d'ailleurs dans quelques minutes de leur podcast. Il y a d'autres moyens aussi de diffuser l'information à un public plus large. Ça dépend des intérêts de tout un chacun. La BD en histoire, il y avait bien sûr eu quelques initiatives en France et aux États-Unis. Donc, on se rappelle la très, très connue Mouse, bien sûr, de Spiegelman, aux États-Unis il y a très longtemps, pas très, très longtemps, mais quelques décennies déjà. Et en France, donc avec Sociorama, c'était plutôt des thèses en sociologie qui avaient été publiées sous forme de BD. Donc, l'idée, en fait, n'est pas venue d'eux, même si je les lisais et que je les adorais. J'ai adoré HP, notamment Hôpital psychiatrique, hein, sur les intervenants, les infirmiers et infirmières en psychiatrie dans le sud de la France, donc qui étaient racontés par la fille de ces infirmiers et infirmières. Donc, ses parents étaient travaillant en hôpital psychiatrique. J'avais beaucoup aimé Mars et plusieurs autres BD. Mais en travaillant sur mes projets de recherche, je n'avais jamais pensé à BD, notamment parce que vraiment, je dessine des bonhommes allumettes personnellement. Donc, le lien ne s'était pas fait. Il fallait vraiment que je rencontre des BDistes pour que le projet puisse voir le jour. Il y a
La genèse du projet, en fait, c'est quand Christabel Sitna, qui est une collègue ici à l'Université d'Ottawa, m'a invitée à Calgary à une table ronde sur les archives sensibles. Donc, c'était une table ronde qui s'intitulait en anglais Hot Docs. Et donc, c'est Christabel, Steve Hewitt, Pat Gentile qui présentaient, eux, leurs recherches parce qu'ils ont eu ils ont dû demander la loi d'accès à l'information pour des archives de la Gendarmerie royale du Canada sur des agents d'infiltration dans le mouvement féministe et gay. Donc, c'est aussi délicat parce que parfois, on peut peut-être reconnaître quelqu'un qui n'est pas encore décédé parce qu'on parle des années 70 quand même. Et donc, c'était vraiment une table ronde autour de ça. Christabel m'a dit, Mathieu, tu travailles avec des enquêtes du coroner qui ont conclu un décès par suicide, c'est aussi délicat. Et tes enquêtes vont jusqu'en 1986. Donc, il y a des proches qui sont toujours vivants. Et donc, comment tu gères ça? Parce que, bon, même si on publie des articles scientifiques dans des revues spécialisées qui sont lues par presque personne, en tout cas, par un public beaucoup moins large, comment on gère, en fait, ces archives-là, ces lettres, ces photos aussi parfois dans certains dossiers. Et donc, j'ai demandé à la conjointe d'un ami de dessiner 2 photos. Et c'est vraiment parti de là. Genre, pour pouvoir illustrer mon propos, je demande à Isabelle McDonald de dessiner pour désamorcer un tout petit peu là, cette empreinte de réel qu'est la photographie. Donc, j'ai commencé le partage de mon PowerPoint pour faire mon petit 20 minutes, le short and sweet. Donc, voilà. Donc, c'est la page couverture de la BD publiée il y a 1 an et demi. À l'intérieur de la BD, nous dédions bien sûr notre BD à large public, à toutes les personnes qui se retrouvent dans notre base de données, donc les suicides anonymes, mais également à toutes les personnes qu'on a connues et pour qui la vie est un jour devenue un fardeau trop lourd à porter, avec le message du Centre de prévention du suicide du Québec. Je vais y revenir plus tard puisque ça a été non seulement une demande, mais un prérequis pour la publication pour un large public. Donc, je rappellerai simplement que notre groupe de recherche date, là, il y a vraiment, il est né en 2006 à l'instigation d'André Sellard et de Patrice Corriveau. Et jusqu'à présent, on a dépouillé et numérisé environ 17 000 dossiers dans tous les fonds d'archives du Québec. Et donc, c'est toutes les enquêtes qui ont conclu un décès par suicide. Évidemment, bon, méthodologiquement, il y a plein de questions qui se posent parce qu'on n'a pas tous les décès par suicide, ou peut-être que dans nos décès par suicide, il y avait des accidents ou des homicides. On ne le saura jamais. Mais tout ce qui a été, toutes les enquêtes qui ont conclu un décès par suicide ont été numérisées. Et dans ces enquêtes-là, enfin, on a surtout les écrits des autorités, coroner, jury jusqu'en 1967, médecin légiste, rapport d'autopsie assez fréquent, police, autres experts balistiques, etc. On a ensuite, jusqu'en 67 surtout, après moins fréquemment, les témoignages des proches ou des témoins pour justement aider le coroner à rendre son verdict, et le jury jusqu'en 67, sur les causes et les circonstances du décès. Parfois, dans près de 1000 dossiers, on a des lettres d'adieu qui sont soit retranscrites, soit des originaux, soit des traductions aussi, quand c'était dans une autre langue. Et plus rarement encore, on a des photographies, surtout à partir des années 40-50. Et ces photographies-là, en fait, il faut savoir que c'est surtout dans les dossiers où le décès, est-ce que c'est un suicide ou un homicide, ou encore des suicides, en anglais, des suicide by cop. Donc, quand il y a eu échange de balles avec les policiers, notamment. Donc, c'est ce type de dossier-là où on ne sait pas trop, où le passé de la personne fait en sorte que la personne était dans le crime organisé, ou encore il y avait beaucoup de violence conjugale, ou en tout cas. Dans ces moments-là, la police prend des photos pour les présenter en fait au jury qui, lui, va rendre son verdict, comme je te disais, jusqu'en 1967. Donc, c'est ce type d'informations-là qu'on retrouve. Ici, c'est une page de la BD. On voit notre coordonnatrice Annie Lyonnais qui va en archives. C'est vraiment une illustration des Archives nationales là, sur Vigée à Montréal. Un instant. Voilà. Donc, notre but comme chercheur, évidemment, c'est de produire, notre responsabilité de produire une vision réflexive du monde, de la société, de l'expérience humaine sur le temps long, parce qu'on a les dossiers de 1763 jusqu'à 1986, mais c'est de mettre au jour, comme sociologue, comme historien, différentes facettes du geste suicidaire, de crime qu'il était au 19e siècle. Donc, la décriminalisation, puis ensuite la tentative de suicide qui est toujours criminelle jusqu'en 1972 et qui est décriminalisée. Mais maintenant, bon, c'est l'aide médicale à mourir, il y a des enjeux autour de ça.
C'était aussi, comme historien, sociologue, criminologue, de sortir de la psycho et de la psychiatrie, c'est d'avoir des aspects plus sociaux et politiques pour expliquer, du moins en partie, c'est multifactoriel, des suicides, mais de sortir du cadre dominant. Et notamment en redonnant la parole aux principaux intéressés par leurs lettres ou encore par la manière, comme on le voit sur certaines photos, de mettre fin à leur jour. Donc, il y a des petits arrangements parfois, le testament sur la table, le porte-monnaie, il y a une certaine mise en scène, d'où le sujet de la BD. Encore, comme chercheur, est-ce qu'on peut tout dire et tout montrer? C'est ça la grande question. Et bon, ça nous appartient un peu comme question. Il faut savoir que dans les archives, on retrouve très, très, très peu de photos et encore moins de photos de personnes décédées. OK, des personnes, la plupart des photos, là, je ne présenterai pas de photos de personnes décédées, mais la plupart des photos qu'on retrouve, en fait, c'est des photos de voitures, ce qui est quand même assez drôle et intéressant en soi. C'est des très, très belles voitures, soit dit en passant, d'époque, noir et blanc. Mais parfois, bien sûr, il y a des photos de personnes décédées, notamment d'armes à feu à bout touchant. Et c'est comme, même moi, là, j'ouvre ces dossiers-là, je fais « Oh! » Même si j'ai l'habitude de les voir, à chaque fois, je suis un petit peu impressionnée par le résultat. Il y a eu toute une réflexion sur les photos. Ici, je vous présente un récit autour de Maggie Nelson, donc autour de l'assassinat de sa tante à la fin des années 60, procès qui a eu lieu au début des années 2000, où des photos étaient présentées en cours, bien sûr, puisque la personne qui était accusée du meurtre a été arrêtée plusieurs décennies après. Donc, c'est une photo du même genre que je retrouve un petit peu dans mes archives, mais justement, elle n'est pas allée dans son livre jusqu'à publier d'autres photos qui étaient présentées en cours où on voyait sa tante. Il y a aussi toute la question du photojournalisme. Et là, bien sûr, je regarde les nouvelles sur l'Ukraine et je pense au photojournalisme, à l'impact sur les personnes aussi. Ici, c'est une photo en bas qui a été prise en 1945. Sur la photo en haut, en 1981, vous voyez le photographe à gauche et le petit garçon à l'époque qui a été pris en photo à droite. Et ce petit garçon-là, bon, il a fait sa vie, mais il aurait préféré ne jamais être pris en photo, avec les impacts que ça a eu sur sa vie, parce qu'il sortait d'un des camps de concentration et les commentaires des gens, c'était « mais il a l'air en santé, mais il est bien habillé » et tout ça. Donc, il y a vraiment des questions qui se posent. Il faut dire que le journaliste, ça a été la dernière fois où il a pris une photographie de guerre, en 1945. Ensuite, il a sûrement pris des photos de mariage et autres, mais il a arrêté de faire du photojournalisme. Donc, il y a vraiment des questions quand même éthiques qui se posent, à savoir, on prend des photos de quoi, on prend des photos de qui, est-ce que c'est public ensuite? Les archives judiciaires, comme vous le savez, sont publiques. Débat entre chercheurs aussi, bien sûr, puisqu'il y a un chercheur américain qui a publié dans son livre ici que j'ai à la maison des photos qui viennent des archives anglaises de femmes violées et assassinées, et c'est extrêmement graphique. C'est parfois, tu fais « Oh, OK ». On voit des films à la télé, vous savez, on regarde plusieurs séries télé violentes, fiction. Ça me faisait parfois penser au film Seven, si vous l'avez vu. Et donc, il y a une chercheure australienne, Catherine Bieber, qui a critiqué Henry Bond, parce qu'il n'y a aucune sensibilité, il y a aucune. C'est pas une analyse féministe non plus de ces femmes violées et assassinées. Donc, il y a vraiment un débat entre chercheurs. On parle plutôt de la criminologie visuelle ici, là, avec Bieber, Carabine, mais également des auteurs qui sont cités comme Susan Sontag, bien sûr, et autres. Bref, ça, c'est le petit débat. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, en fait, après cette table ronde à Calgary? J'envoie les photos par hasard à mon ancien directeur de thèse, André Sellard, et c'est sa conjointe qui dit que ça ferait une super BD, en fait. C'est parce que le dessin désamorce émotionnellement une certaine réalité qu'on peut percevoir sur les photos, là, cette empreinte du réel. Donc, l'importance aussi d'intégrer dans nos projets de recherche toujours les peu de voix ou les sans voix, soit les gens qui écrivaient des lettres, on en voit un petit extrait ici, ou encore d'autres où on écrit sur eux, ou encore les photos aussi sont prises sur eux après leur décès. Par exemple, un cas de 1904, Marie, que j'en parle souvent, elle est dans la BD, c'est vraiment un scénario en soi. Hein. C'est pour les personnes qui ont lu la BD, c'est une jeune femme, une franco-ontarienne qui arrive à Montréal. Elle travaille, elle est célibataire, elle habite dans une maison de chambre. Elle vole son employeur, se fait arrêter par la police, donc après plainte.
Ensuite, elle demande aux policiers d'aller à la pharmacie pour elle pour aller acheter des médicaments parce qu'elle ne peut pas les avoir elle-même. Finalement, c'est une médication létale. Elle écrit des lettres, les donne aux policiers pour qu'ils les postent, s'enlève la vie. Et ensuite, il va y avoir une enquête policière parce qu'on se demande bien pourquoi le policier l'a aidé finalement à s'enlever la vie, mais il ne savait pas un petit peu. Il devait la trouver charmante, aucune idée. Il a écouté ce qu'elle lui a dit de faire. Et bref, c'est dans sa lettre, dans l'une de ses lettres qu'elle a fait poster qu'on apprend en fait qu'elle était enceinte et ça peut, d'une certaine manière, expliquer, être l'un des facteurs du passage à l'acte au début du 20e siècle, sachant qu'il y a très, très, très peu d'opportunités, ou en tout cas d'alternatives pour les jeunes femmes célibataires enceintes à l'époque et que ça signifie une mort sociale. Dans les dossiers, ce n'est pas la seule. Au début du 20e siècle, on retrouve beaucoup de jeunes femmes enceintes célibataires dans les enquêtes du coroner. C'est donc sa lettre. À droite, vous avez un PDF de l'original et à gauche, un petit peu ce qui a été reproduit dans la BD, donc avec du verre qui coule pour certaines raisons. Donc, My Trouble, c'est moi qui ai fait une petite faute ici. My Trouble, no one knows about. Enfin, on va le savoir à cause du rapport d'autopsie. Donc, il y avait certains enjeux éthiques aussi à divulguer, son secret. Mais on le voit dans plusieurs autres dossiers autour et c'était vraiment pour parler des causes sociales et politiques. J'aimerais quand même parler de la communication sur le suicide. J'en parle très peu lorsqu'on me demande. Oups, ça sonne à la porte, désolé. Lorsqu'on me demande de parler de la BD, j'aborde très peu cet aspect-là et je pense qu'ici, c'est important de le faire. Donc, autant dans les colloques qu'avec les médias, qu'avec même des amis, des personnes endeuillées qui écoutent nos propos, il y a toujours un risque de victimisation secondaire. Et donc, comme on n'a pas une approche pathologisante du suicide, où on ne lit pas le suicide dans un trouble de santé mentale, mais qu'il y a une approche vraiment multifactorielle avec plutôt des facteurs sociopolitiques, mais même des explications par les proches qui sont psychologiques, mais chocs psychologiques, comme le deuil d'un enfant. Il y a plusieurs parents, en fait, qui sont venus nous voir en disant « Faites attention quand même, parce que le fait d'associer le suicide à un trouble de santé mentale déresponsabilise les proches. Hein, d'une petite erreur qui aurait pu arriver, alors que ce que vous dites pourrait en fait nous culpabiliser, en tout cas nous faire réfléchir sur ce qui s'est passé, sur la vie et le passé. Donc parfois, il y a toujours cette prudence qu'on doit avoir, mais il y a des aspects positifs aussi, puis on en a eu beaucoup de témoignages, surtout dans le Messenger du BDS, Christian Kennel, il recevait énormément de témoignages de personnes endeuillées qui disaient « mais ça m'a fait du bien de vous entendre parler du suicide parce qu'on n'en parle jamais ». Et donc, la dernière campagne de prévention du suicide, c'était justement le suicide, il faut en parler, parlons-en. Ça dépend comment on en parle, mais c'est comme un peu tabou, hein, on ne sait pas trop comment en parler, on n'a pas trop le droit d'en parler non plus dans les médias, pas n'importe comment. Alors, c'est quand même souvent positif, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on en dit. Il y a toujours cette crainte de l'effet Werther. Et donc, c'est prouvé, c'est pas prouvé, ça dépend des cas. Il y a plusieurs chercheurs qui disent oui, il y en a d'autres qui disent non, il n'y a pas beaucoup de liens causaux ou de corrélation entre les deux. Reste que c'est quand même un lieu commun. La majorité des personnes formées en intervention ont reçu la formation pour dire que oui, il y a un effet d'imitation dans les cas de suicide lorsqu'on en parle, lorsqu'on montre les moyens, lorsqu'on en parle un petit peu trop, en fait. Dans 13 raisons pourquoi, la série télé, en fait, j'ai lu les articles scientifiques qui ont été publiés sur l'effet d'imitation et je dirais que c'est des études statistiques et on ne sait pas si les personnes qui se sont enlevées la vie après ont même regardé la série télé. Donc, vous voyez que méthodologiquement, quand même, il faudrait gratter un petit peu plus loin. Dans nos dossiers, on a vu deux cas, en fait, un seul cas de suicide par imitation qui était frappant. Bien sûr, pour tous les autres, on ne le saura jamais. Bien sûr, en criminologie, on se pose toujours la question sur l'imitation pour d'autres passages à l'acte. C'est les jeux vidéo, il y a plusieurs trucs là-dessus. On a aussi maintenant, vous savez, depuis des décennies, des petits messages. Faites attention pour les paroles violentes de la musique heavy metal notamment. Et aussi les gestes terroristes. Ce qui fait que quand on publie sur le suicide comme chercheur dans une revue scientifique, un bel article avec des notes de bas de page, il n'y a aucun problème. Et lorsqu'on décide de diffuser un plus large public, là, tout le monde nous dit faites attention et vous devez suivre
les règles de l'Association québécoise de prévention du suicide. Pour tous les créateurs, en fait, bon, je ne vous lirai pas tout ça, mais c'est vraiment cette idée justement de l'effet Werther que les personnes vulnérables pourraient être influencées par nos propos et faire un passage à l'acte. Donc, il nous suggère par exemple, une scène dramatique de suicide peut heurter certaines personnes, de démontrer qu'un portrait détaillé du moyen utilisé par la personne décédée par suicide amène certaines personnes à poser le même geste. Donc, il y a tous des éléments à considérer. Ce qui fait que lorsqu'on a cherché une maison d'édition pour publier, certaines nous ont dit carrément non, on ne touche pas à ça. D'autres, plutôt les presses universitaires, étaient prêtes à publier. Comme on était 4 sur le projet, on est passé au vote et j'étais la seule qui voulait aller aux presses universitaires, donc on a perdu. Et donc, on est allé avec une presse commerciale au départ et ils nous demandaient justement de soumettre notre projet à l'Association québécoise de prévention du suicide pour réviser. Et il y a eu finalement quelques tensions, mais pas des grosses tensions, mais on s'est retiré en fait de cette maison d'édition-là parce que notamment Marie, début du 20e siècle, c'est avec du verre de Paris. Il nous demandait d'enlever l'image de la canne de verre de Paris qui est plus commercialisée depuis des décennies. Il n'y a aucun moyen, là, sauf si vous avez vraiment une vieille maison du 19e siècle et que vous allez dans le sous-sol et que vous trouvez ça par hasard, de trouver ce moyen-là. Donc, on est allé pour une maison d'édition qui s'appelle Moelle Graphique, avec finalement un éditeur qui est aussi doyen de la faculté de médecine à l'Université Laval. Et donc, on avait l'appui, si je peux dire, d'un membre de la profession médicale qui l'a lu, qui a commenté. Et il faut savoir aussi que c'est une BD sur l'histoire du suicide et non pas le suicide contemporain. Et là, on n'est pas du tout dans ce qui se passe présentement. On parle vraiment du 19e, début 20e, on va jusqu'en 1970, mais on ne dépasse pas 72. Donc, c'est vraiment un projet d'histoire, mais encore, il fallait prendre toutes ces précautions. Et ensuite, dans les médias aussi, j'aime bien le titre du droit à Ottawa, une bande dessinée pour montrer ce qui n'est pas montrable. Et ensuite, la bande dessinée pour démystifier le suicide. Reste qu'on a eu beaucoup d'appels de journalistes parce qu'ils veulent parler du suicide. Ils ne savent pas comment parce que leurs lignes directrices sont encore plus réglementées que les nôtres. Là. Ils voulaient finalement qu'on en parle à leur place. Là. Superbe entrevue, notamment avec Dorothée Giroux à l'heure du monde. Là, au final, ça fait 2-3 minutes à la radio, mais les quelques heures que j'ai jasé avec elle, ça a été extraordinaire. Et aussi de sentir l'intérêt pour le suicide et l'intérêt, la surprise de savoir que le suicide était criminel aussi. C'est toute cette question-là de cette histoire vraiment du geste suicidaire. Reste que les journalistes et les journaux prennent aussi leurs précautions et à chaque fois qu'ils parlaient de notre BD, c'est un exemple. Je vous donne 3 exemples de ce qui était noté sur les sites lorsqu'il était question de notre projet. Je termine en parlant du financement. C'est aussi compliqué. Si c'était à refaire aujourd'hui, je saurais comment. Donc, si jamais vous avez des questions là-dessus, je peux vous donner quelques cues. Mais à l'époque, je ne le savais pas trop. Et j'étais en charge, évidemment, de rémunérer le BDiste puisqu'il est travailleur autonome, il vit de ses projets. Et il ne fait pas ça bénévolement et gratuitement. Donc, c'est quand même un budget conséquent de payer un artiste pour plusieurs mois de travail. Également, l'impression d'une BD couverture rigide et en couleur, c'est franchement 5 fois plus cher qu'un livre noir et blanc, couverture souple. Et bien sûr, ensuite, il y a toute la question du service de presse pour faire les liens, notamment avec les médias, puis s'assurer d'une fluidité pour les entretiens avec les journalistes, ce qui est peu le cas quand on publie des articles scientifiques. On a rarement l'appel journaliste, comme vous le savez. Donc, je remercie donc les organismes subventionnaires et les centres de recherche qui nous ont financés et je m'arrête ici. Merci beaucoup, Isabelle. Je vais te laisser nous départager. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais parce que j'ai lu avec grand plaisir ta bande dessinée quand elle est sortie, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de questions dans la salle, et donc je vais laisser la salle d'abord poser ses questions. N'hésitez pas à lever votre main virtuelle ou réelle pour manifester votre intérêt à poser une question, à faire une remarque, à en savoir plus sur les moyens concrets de publier votre propre bande dessinée. C'est le moment ou jamais. Mais sinon, en attendant que les gens se mobilisent, moi, j'aurais peut-être voulu t'entendre un peu plus sur la manière dont vous avez... Marie a une question. Pardon. Parfait, vas-y, Marie.
Alors, bonjour Isabelle, très heureuse de te revoir. C'est une question-commentaire comme toujours. Écoute, moi j'ai lu ta... En place, mais je vais passer tout de suite la parole donc, à Tommy de Gang et Valérie Leclerc qui vont nous présenter donc, leur projet de podcast, pas leur projet, parce que il est réalisé, mais donc leur podcast qui s'appelle Le Cerveau Volé. Je ne sais pas quoi dévoiler, alors je ne vais pas en dire plus. Je vais les remercier d'avoir pris le temps de venir nous en parler depuis la Belgique aujourd'hui. La parole est à vous pour les 20 prochaines minutes. Je vais vous épingler pour que vous soyez là en grand pour tout le monde. Merci Alexandre. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Merci de cette invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vraiment partager avec toute la francophonie de par le monde, en tout cas une autre partie que celle d'Europe, ce projet. Et alors, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Tout le monde voit bien? D'accord. Mais voilà, donc notre projet s'appelle Le Cerveau Volé. Donc, c'est le titre d'un docu-fiction en série de 6 épisodes. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de vous présenter voilà, de manière concise et puis de préparer une discussion, d'ouvrir une discussion sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire et qu'est-ce que ça implique de fictionnaliser, de podcaster l'histoire de la médecine. Pour aller plus loin. Voilà. Alors déjà, présenter un peu l'équipe très réduite, donc l'équipe de réalisation, parce qu'évidemment, comme Valérie va pouvoir davantage vous l'expliquer, c'est un projet au long cours, mais aussi qui implique différents métiers et beaucoup de personnes. Donc déjà, publiquement, on tient vraiment à remercier toutes les personnes qui ont collaboré, qui nous ont permis d'y arriver, et particulièrement la CSR, ils se reconnaîtront. Et donc, finalement, comme tu l'as dit, Alexandre, voilà, cette présentation prend aussi place dans le cadre des 10 ans de cet atelier autour de l'histoire de la médecine et de la santé. Et donc ici, finalement, nos 3 thèses, donc on est 3 amis et collègues qui avons étudié l'histoire de la médecine, des femmes et du genre, particulièrement Valérie et moi, l'histoire de la médecine, à l'Université libre de Bruxelles. Et qui finalement sont des thèses qui ont été réalisées entre 2010, 2011 environ et 2015, 2017. Et donc ça représente aussi un champ historiographique ou une période ou une génération aussi d'histoire de la médecine et de la santé. Et donc pour nous présenter plus précisément, donc moi je suis Tommy de Gang, moi ma thèse a porté sur l'histoire de la gynécologie à Bruxelles. Laura Disporio, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais voilà, qui est là en pensée, a, elle, écrit une thèse qui a été publiée en livre d'ailleurs sur l'histoire des adolescentes au 1er 20e siècle. Et Valérie Leclerc, qui va vous parler tout à l'heure, qui est spécialisée sur les relations patients-soignants au sein des hôpitaux publics. Donc Valérie et moi, on a travaillé sur l'histoire des hôpitaux publics tous les deux. Voilà. Alors, plus précisément, Le Cerveau Volé, qu'est-ce que c'est? C'est une série radiophonique, comme j'ai dit, en 6 épisodes. Les 6 épisodes font quasiment tous le même temps, environ à 1 ou 2 minutes près, de 20 minutes. La série est sortie sur les ondes et aussi sur Internet entre octobre et décembre 2021. Alors ici, vous avez le lien pour aller voir le site Internet, puisque nous avons aussi un site Internet, sur lequel vous retrouvez des illustrations, des présentations d'archives, des textes, introductif et complémentaire aux épisodes. Et voilà, c'est vraiment une fiction qui tourne autour de la question de l'histoire de la médecine, de l'histoire des femmes et de la question du genre et de l'épistémologie. Alors un peu pour rentrer dans le vif du sujet, finalement, l'histoire du cerveau volé, c'est l'histoire, en 1924, d'une infirmière qui décède d'une maladie mystérieuse à Bruxelles. Et la nuit de sa mort, le psychiatre en chef de l'hôpital vient avec son fils et lui vole son cerveau à travers une autopsie clandestine. Le fait presque inaperçu, mais il se trouve que les autres infirmières qui font la mise en bière découvrent le poteau rose et s'ensuit une enquête interne. Et 100 ans plus tard environ, Louise Jardin, historienne de métier, postdoc un peu désabusée, tombe sur cette histoire et est touchée et se lance dans une enquête historique, actuelle, pour faire un peu justice à l'infirmière dont le cerveau a été volé. Donc ça, c'est le pitch très général.
Et vous voyez ici une image voilà, d'archives qui vient des archives des hôpitaux publics de Bruxelles, qui est vraiment l'endroit qui nous a le plus aidé au niveau archivistique pour trouver des sources, et on voit voilà, ce médecin qui autopsie. Alors finalement, il serait compliqué évidemment de vous résumer, on ne voudrait pas vous spoiler non plus, on ne voudrait pas vous gâcher la découverte du podcast, donc on ne va pas vous dévoiler tout le récit. Mais ce qu'on voudrait ici mettre en avant, c'est aussi peut-être toutes les questions de fictionnalisation, qu'est-ce que ça pose comme question, et comment est-ce qu'on a conçu cela. Donc d'abord l'histoire et les personnages, donc je vous ai donné le pitch, mais vraiment il y avait une volonté d'avoir vraiment un discours méta aussi. C'est vraiment des historiens qui présentent l'histoire et qui essaient de permettre au public de comprendre comment est-ce que l'histoire est quelque chose qui se construit dans un discours et qui n'est pas donné par les archives, avec vraiment la facette active des historiens. Et donc, pour faire ça, on a choisi quelques principes de base que j'essaie de présenter ici, dans la structure narrative. Tout d'abord, on a vraiment une progression du manichéen, on va dire archétypal, vers l'humain complexe, c'est-à-dire qu'en fait, on a un peu été sensationnaliste sur le départ pour accrocher l'intérêt et avoir des personnages qu'on ne connaît pas de prime abord, qui représentent un peu des stéréotypes, c'est-à-dire par exemple l'infirmière victime d'un méchant médecin bourreau qui serait un peu un savant avide de connaissances sur le corps des femmes et qui reproduit aussi des manières un peu stéréotypées de voir des rapports de genre et des rapports de pouvoir. Pour toucher les gens, et donc le but c'est qu'au fur et à mesure du récit, on va être amené à connaître plus personnellement les gens dont on parle et à peut-être démystifier, aussi aller au-delà du stéréotype et aller plus vers l'humain et toutes les nuances qui sont là derrière. Il y a aussi la question, à travers cette évolution, de l'évolution du statut des personnages au sein du récit lui-même. Donc, on a évidemment une trame narrative où il faut qu'il y ait une héroïne ou un héros, et il y a une victime, il y a un bourreau, mais en fait, les positions évoluent. Donc, quelqu'un qui est victime ne va pas rester victime tout le long. Une victime peut devenir une complice, peut devenir un bourreau elle-même, etc. Il y a aussi cette question du rapport entre le présent et le passé. Donc, comme dans la BD que tu as présentée, Isabelle, finalement, dans cette BD, on a ces deux discours parallèles, celui de la recherche en archives et celui du passé qui est présenté. Et ici, ces deux mondes dialoguent et se font écho, avec une volonté finalement de montrer à quel point le fait de s'impliquer dans une recherche historique ne nous laisse pas indemnes, ça vient nous questionner. Donc le passé interroge le présent et le présent interroge le passé. Donc il y a une forme de dialectique qu'on a voulu mettre en scène, et c'est pour ça aussi que c'était très important d'avoir un docu-fiction, et c'est aussi ce rôle pivot, ce rôle de médiatrice qu'a le personnage de Louise Jardin, qui venant fait la médiatrice entre le présent et le passé en tant qu'historienne, mais aussi entre un monde académique qui a produit des savoirs et qui sont vulgarisés auprès du grand public. Et donc, cette médiation se fait via le storytelling, puisque Louise parle principalement en storytelling. Et donc, évidemment, le fait d'arriver finalement à fictionnaliser quelle est l'histoire de Louise, c'est vraiment elle qui est un personnage de fiction finalement. On est passé par différents exemples. Et donc, ici, vous avez un des exemples de l'une des cases, une des idées qu'on avait eues finalement pour raconter cette histoire de Louise. Ici, Louise Jardin, historienne de formation et pigiste, on l'avait d'abord imaginé journaliste. Et voilà, on avait aussi imaginé une personne qui avait elle-même des problèmes cérébraux, qui aurait pu tomber malade. Mais au fur et à mesure de l'évolution de notre projet, on s'est rendu compte qu'il fallait parler de ce qu'on raconter ce qu'on connaissait pour pas tomber dans seulement des stéréotypes, ou pour pouvoir toucher les gens, il fallait pouvoir raconter quelque chose qu'on connaissait. Alors au cœur de la narration aussi, il y a la question de la fictionnalisation et de qu'est-ce que ça apporte, quelles sont les limites aussi, mais qu'est-ce que ça apporte. Mais finalement, la fiction est importante parce qu'elle nous permettait d'instaurer un rapport plus intime. Passer par Louise Jardin, c'était pas juste Louise Jardin n'est pas juste quelqu'un qui raconte un propos que n'importe qui aurait pu tenir. Louise Jardin est un personnage à part entière qui a dans sa vie des vicissitudes, et elle a un rapport personnel avec son enquête, avec son objet de recherche, un rapport personnel avec les archives. Et ça nous permettait finalement de mettre en scène la subjectivité des historiens et des historiennes pour pouvoir construire ce discours méta finalement. Et ça nous permettait aussi de donner à entendre, à travers le récit de Louise et ses confidences,
à quel point l'imagination dans le travail de l'historien et dans son rapport aux sources est important pour la création, on va dire, des savoirs historiques. On pourrait parler de création des savoirs historiques et de se dire que finalement, on n'a jamais toutes les informations. Il y a toujours une part d'hypothèse, il y a toujours une part de trous qu'on a comblés. On ne peut pas s'empêcher d'imaginer des choses et on voulait partager ça aussi parce que c'est très riche et ça fait partie des plaisirs qu'on a en tant que chercheurs et chercheuses. Alors, la fictionnalisation dans la narration pose aussi la question de la psychologie des personnages, c'est-à-dire que dans toute recherche, on a des démarches méthodologiques, par exemple, de questionnement de la subjectivité, mais l'exercice de devoir finalement écrire un script pour des personnages du passé, ça nous a amené particulièrement à questionner notre rapport personnel avec ces personnages. Se demander comment parle telle personne ou telle personne, comment la personne se meut, dans le détail de sa vie personnelle, ça nous permet de finalement peut-être nous rendre compte de comment on imagine cette personne. Ce sont des questions que quand on écrit une thèse ou un article, on n'est souvent pas amené à se poser. Et je pense que méthodologiquement, épistémologiquement, ça a aussi eu une plus-value en termes de réflexivité sur son rapport au personnage qu'on étudie. Voilà, donc... Alors, pour l'écriture du script, comme l'a dit Isabelle aussi, c'est vrai que moi, j'ai vraiment noté cette question, trop de mots, trop de mots. Le script, nous, on l'a écrit en un peu plus d'1 an, en deux fois. Il fallait vulgariser, on a fait la recherche en même temps qu'on écrivait, la recherche historique que Louise Jardin fait, c'est la recherche historique que nous avons fait à 3. Et donc, nous l'avons écrite et donc, on a vraiment, vraiment dû synthétiser, et vraiment traduire en son tout ce qui était faisable et vraiment aussi être moins sur certains détails pour pouvoir aller droit au but. Il y a aussi évidemment des enjeux narratifs spécifiques comme créer des cliffhangers, créer du suspense. Faut qu'il y ait un but, voilà, il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait des acolytes voilà, pour rendre ça vivant. Mais aussi dans la narration finalement radiophonique, ce qui est intéressant, c'est que en tant que chercheur, on est toujours dans la démonstration. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de mots? C'est parce qu'on a été formé pour tout démontrer. Et la fiction, elle va complexifier toute cette nuance. Elle ne va pas être faite forcément en mots, mais elle va être faite soit par le son, soit au sein du récit par l'incarnation dans les personnages. C'est au sein des rapports entre les personnages et dans la dynamique du script qu'on va mettre la complexité au lieu de la démontrer et d'être très verbeux à ce sujet, quoi. Voilà, donc je laisse la parole à Valérie. Est-ce que peut-être je peux partager mon écran, comme ça je contrôle le PDF. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez mon PDF, mon PowerPoint? Oui. Voilà. Donc écrire ce podcast nous a aussi demandé évidemment de penser en termes de son. Et ça, bon, c'est pas facile, même quand on aime le son, parce que c'est pas les premiers réflexes qu'on a. En général, même en tant qu'historien, on pense en images, ou alors, comme on vient du monde académique, on pense en littéraire, en forme d'écrit. Donc, penser au son, en son, c'était d'abord, de nouveau, je vais encore répéter, mais moins de mots, le moins de mots possible, finalement. On devait vraiment être dans des logiques, pas de littérature, mais dans des logiques d'oralité. Donc, que ça sonne bien quand on écrit. Le truc... Pardon Valérie, mais je pense qu'on voit ton fond d'écran qui est très beau par ailleurs, ton herbier, mais pas le PowerPoint. Ah oui, attends. Repartager. Est-ce que c'est mieux? On voit ton logiciel de PowerPoint, mais pas encore le plein écran de PowerPoint. Et là? Non? Qu'est-ce que vous voyez? On voit toujours le logiciel de PowerPoint. Écran 1. Je pense que tu dois mettre en plein écran. Oui, j'ai 2 écrans et
Là, vous ne voyez pas? Ah, là, c'est parfait. Là, c'est bon? Oui. Ah, super. Qu'est-ce que je disais? Donc, oui, économie de mots, économie de parole. Être dans une logique quand on écrit plus proche de l'oralité. Donc ça, la clé de ça, c'est d'écrire des phrases courtes. On se rend compte très très vite quand on passe à l'oral, à l'audio, que les longues phrases compliquées, les longs pavés de texte ne fonctionnent pas du tout. Ça veut aussi dire que nos sources historiques, on s'est rendu compte peut-être, c'est une des surprises qu'on a eues, je pense, c'est qu'elles ne passaient pas bien du tout à l'audio, parce que la plupart de nos sources, ce sont des longs textes. Même lire un article de journal complet, ça prend du temps. Et ça, à l'audio, ça ne passe pas bien parce que, bon, c'est assez simple, c'est quand on lit un pavé de texte avec des phrases complexes, on peut aller à notre rythme, on peut s'arrêter, on peut revenir en arrière. Ça, on ne peut pas faire ça en son. En général, quand on lit un texte complexe comme ça, les infos passent très, très vite. Et souvent, en tout cas, on court le risque que les auditeurs décrochent de ce qu'on est en train de leur dire. Donc, fonctionner avec des phrases courtes, ça a été un apprentissage clé pour l'écriture de notre script. Aussi, fonctionner par le son, utiliser le son comme un signifiant. Donc, on a dû essayer le plus possible de faire passer des infos par le son plutôt que par la parole. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, c'est dans l'épisode 2, je pense, notre personnage se rend aux archives des hôpitaux publics de Bruxelles. Et on entend, quand elle arrive là, on entend le son de la sonnette de ces archives, donc qui est vraiment le son de la sonnette des archives sur place. On la connaît bien, Tommy et moi, on a passé beaucoup de temps dans ce centre d'archives. Donc c'est une sonnette très désagréable. Dans l'épisode 2, un personnage commente aussi cette sonnette. Donc cette sonnette, on l'a réutilisée une première fois en expliquant ce qu'elle représentait. Et dans tous les épisodes d'après, il nous suffit de mettre la sonnette pour signifier qu'on est dans ce lieu-là. Donc, on passe un son, signifie on est dans les archives. Mais penser au son, en son, c'est pas juste utiliser le moins de mots possible et penser à des sons concrets, c'est aussi créer tout un monde sonore la création de ce monde sonore va passer beaucoup par la musique, qui va poser l'ambiance, l'atmosphère du podcast. Il faut penser vraiment en termes de rythme aussi, à quel rythme les choses s'enchaînent, à quel rythme les personnages parlent, quand est-ce qu'on fait des pauses, quand est-ce qu'on laisse les auditeurs souffler. On est vraiment dans un art du temps, hein. Le son, c'est aussi le temps, et il faut vraiment penser en temps, en son et en temps. Après, le genre dans lequel on s'inscrit va aussi déterminer ce monde sonore parce que différents genres ont différentes esthétiques qui leur sont associées. Pour donner un exemple, un genre documentaire sonore, on va avoir énormément, par exemple, de prises qui sont faites en extérieur, donc pas en studio, des prises de son qui vont essayer de capter, donc qui vont capter des événements qui se passent dans des lieux qui existent, etc. Souvent, dans les pièces radio documentaires, il y a souvent moins de musique que dans les pièces de fiction. À l'opposé, dans l'esthétique fictionnelle, qui est celle pour laquelle nous, on a opté, souvent, on enregistre beaucoup plus en studio, donc on va beaucoup plus créer les choses de façon un peu artificielle et les remettre ensemble après. Pour nous, on trouvait que ça servait bien notre propos d'adopter cette façon de faire, cette esthétique un peu artificielle, un peu brinque-ballante, parce qu'on s'est dit que l'espace neutre du studio, donc quand vous entendez une voix radio, souvent, il n'y a pas d'espace, c'est une espèce de non-espace. Donc cet espace neutre nous servait, on pouvait en faire l'esprit de notre protagoniste. Hein, c'était une sorte d'espace dans lequel on allait projeter ce que notre protagoniste imaginait. Et dans lequel on allait pouvoir insérer d'autres types de sons, de prises sonores. On la voit qui s'imagine des scènes historiques, on la voit qui pense à tel personnage, etc. Donc, voilà, ça c'est pour ce qui est du monde sonore à créer. Donc, ce n'est pas évident je veux dire, on n'a pas toujours le langage, on n'a pas toujours l'idée des catalogues des possibles en tête. Donc ça, c'est aussi, on a dû aussi beaucoup écouter nous-mêmes pour former notre oreille, former nos goûts, etc.
Je voulais donner juste un court exemple ici pour vous dire tout ce à quoi il faut penser quand on traduit un fait qui vient des archives, qu'on le traduit en scène de radio. Donc ici, j'ai pris comme exemple une scène qu'on a dans l'épisode 3, il me semble, qui est le moment où les infirmières de l'hôpital Saint-Jean se rendent dans le bureau du directeur de l'hôpital et qui vont venir se plaindre justement de cette autopsie qu'elles ont comprise. Enfin, elles ont compris que cette autopsie s'était passée pendant la nuit de façon clandestine et donc viennent se plaindre auprès du directeur. Donc pour nous, c'était une scène importante parce que, comme l'avait dit Tommy, c'est le moment, c'est l'événement qui va déclencher l'enquête interne et amener à la création de ce dossier d'enquête qui a été notre source principale, en fait. Donc ici, ce fait historique, cet événement historique, est juste décrit par 2 sources qu'on a. Donc la première à gauche, c'est une lettre qu'écrit le directeur de l'hôpital au Conseil des hospices, donc qui est l'organe municipal qui chapeaute un peu les hôpitaux publics de la ville. Donc le directeur écrit: dimanche soir vers 7h30, j'ai reçu une délégation d'infirmières qui venaient protester au sujet de l'autopsie pratiquée sur le cadavre de mademoiselle Lancaster. Donc mademoiselle Lancaster, c'est évidemment l'infirmière autopsie. La deuxième source qu'on a, ce sont des coupures de presse qui vont à peu près toutes dire la même chose. Donc ici, je vous donne un exemple d'une coupure du Journal du Midi du 10 février 1924. Le dernier paragraphe, voilà, nous dit ceci: l'incident fait beaucoup jaser et il a suscité une protestation collective des infirmières de l'hôpital, justement émues à l'idée qu'elles pourraient être appelées à devenir, elles aussi, après leur mort, un sujet d'expérience comme leurs infortunés camarades. Bon, évidemment, ici, on a aussi la question, voilà, on voit des femmes qui se plaignent, qui a peur qu'on les prive de leur autonomie corporelle, des infirmières aussi qui revendiquent, qui demandent le respect au sein de l'hôpital et dans la hiérarchie hospitalière. Au-delà de ça, comment est-ce qu'on traduit ça en son, en scène? Donc, il y a tout un tas de choses auxquelles il faut penser. D'abord, qui est présent dans cette scène? Parce que de cette scène, on n'a quasiment rien, on ne sait pas, on n'a pas de dialogue, on n'a rien du tout. Donc, on a dû finalement faire 80% de travail d'imagination de ce que ça pourrait être, ce que ça pourrait donner sonorement. Donc, qui est présent dans cette scène? On a imaginé que le directeur serait présent, évidemment, les infirmières. On a imaginé qu'une représentante, une infirmière en chef, parlerait au nom de toutes les infirmières et qu'on entendrait un peu derrière une sorte de chœur d'infirmières qui serait là en train de se plaindre derrière l'infirmière principale. Donc, on a dû penser qui est présent, comment leur voix allait sonner et caster les acteurs en fonction des voix qu'on imaginait. On a dû imaginer les mots qu'elles allaient dire ou qu'ils allaient dire, imaginer le ton qu'ils allaient employer. On a imaginé les infirmières, le chœur d'infirmières très, très énervé, utilisant des insultes, mais ça, évidemment, c'est probable que les infirmières de l'époque n'auraient pas osé utiliser des insultes, mais voilà, c'était aussi notre envie de forcer un peu le trait. On a dû aussi imaginer, pour créer cette scène, dans quel espace on était et comment l'espace allait sonner. Donc, on a imaginé que ça se passait dans le bureau du directeur, c'est même pas précisé, en fait, dans les sources qu'on a. Le directeur dit juste une délégation d'infirmières est venue, ou qu'il a reçu une délégation d'infirmières. Donc, on a supposé que c'était dans son bureau. On a une photo de son bureau ici, donc le directeur de l'hôpital. Voilà, une pièce assez petite, exiguë, avec des meubles en bois. On imagine un parquet. Donc, les infos qu'on a sur cette salle vont aussi influencer la façon dont on va traiter les voix, la reverb qu'on va mettre sur les voix, l'ambiance sonore qu'on va avoir aussi derrière la scène. Au-delà de ça, il fallait penser est-ce qu'on allait mettre de la musique ou pas de la musique. Voilà, je pense que c'est les éléments principaux. Donc, ça vous donne un peu une idée des gymnastiques qu'on doit faire pour essayer d'imaginer et mettre ça, incarner ça sonorement. On est un peu à bout du temps, mais je voulais juste terminer par faire rapidement, décrire les différentes étapes de création et de production. Je peux les passer très, très vite et après, si vous avez des questions, on peut y revenir. Mais comme ça, vous vous rendez compte du travail aussi que ça implique. Donc, évidemment, on a commencé par des préliminaires, donc c'est faire beaucoup de dossiers, essayer de trouver de l'argent, un soutien technique. Donc la CSR, c'est l'atelier de création sonore et radiophonique.
un organisme un peu spécial, un peu unique, je pense, dont on bénéficie ici à Bruxelles. Donc, il nous a prêté des studios et du matériel. On a dû aussi trouver une maison de production qui, au final, ne nous a pas beaucoup aidé, mais on a toujours besoin de producteurs, au moins pour remplir les dossiers. Après ces préliminaires, donc Tommy vous en a un peu parlé, donc on a passé plus d'1 an à écrire le script. Après le script, on a quitté nos acteurs. Là, on est passé par une sorte de directeur de casting qui nous a proposé pour chaque personnage 1 ou 2 acteurs. On a choisi nos acteurs et après, étape 4, on a enregistré toutes les voix en studio. On a aussi dû faire une série de prises de son extérieures pour habiller toutes les voix qu'on entendait. Ici, on voit Tommy qui est devant justement le centre d'archives des hôpitaux de Bruxelles, donc qui était en train de prendre le son de la rue, je pense, où tu faisais une scène, je pense que tu devais peut-être rentrer à l'intérieur, oui, c'est ça, rentrer à l'intérieur du CPS. Donc voilà, prise de son extérieure. Une fois qu'on avait toutes nos voix, toutes les prises extérieures, on a dû tout dérocher. Donc dérocher, c'est réécouter tout ce qu'on a enregistré. Donc les 15 000 versions de la même scène, jouer 15 000 fois différemment, on a dû tout réécouter et sélectionner les prises qui nous paraissaient les meilleures. Une fois cette sélection faite, c'est l'étape montage. Donc placer tous les sons dans le temps, toutes les couches sonores, les superposer. Pendant le montage, on a aussi fait faire le bruitage par une bruiteuse. À gauche, on voit, je pense, le matériel qu'on a utilisé pour faire la première scène, je pense, la scène d'autopsie. Donc, on entend l'ouverture du crâne, là, du cerveau. En fait, c'est un poivron qui est ouvert à la main, je pense. On a fait le bruitage, on a dû enregistrer la musique. Donc, le bruitage et la musique doivent venir s'insérer dans le montage. C'est pour ça qu'on les fait un peu en même temps. Après ça, on passe au mixage. Donc, une fois que tous les sons sont placés, on va après travailler les sons eux-mêmes. Donc, enlever les fréquences qui gênent, placer les reverbs, polir l'ensemble pour qu'il soit cohérent sonorement, les espaces soient cohérents sonorement. Et puis, après le mixage, l'objet est terminé, mais pour nous, ce n'était pas terminé parce que voilà, on devait préparer la sortie. On a créé un site, comme l'a dit Tommy, sur lequel on a publié des articles aussi de vulgarisation. Donc ça nous a aussi demandé beaucoup de travail. Et puis, il y a tout un travail lié aux réseaux sociaux dont Laura surtout s'est occupée pour accompagner la sortie et essayer de créer des vues, de l'engagement. Voilà, je vous laisse ici avec cette dernière image. Merci beaucoup. Oui, on va juste te laisser le temps de départager ton écran. Puis j'imagine qu'il y a des questions qui sont multiples. Les gens qui sont engagés dans des projets similaires ou proches se souviennent toujours que le nombre de mots, évidemment, la coupure des mots est la première des déchirures dans ce genre de travail. Ouais. Donc la parole est à la salle. N'hésitez pas. Si vous avez, est-ce que Madame Domergue, est-ce que c'était un doigt levé? Ah, peut-être vous. Pardon, oui, c'est bien un doigt levé. Bon, bonjour à tous. Merci à Alexandre de m'avoir envoyé le lien. Je débarque pour la première fois. J'ai été vraiment séduite par les exposés. Au départ, j'étais un peu dubitative. Cette démocratisation de l'histoire me laissait un peu dubitative. Alors, je vais intervenir sur la deuxième exposé. Comment dire, ce podcast, cette fictionnalisation, vous avez investi Louise, mais Louise vous a investi quelque part. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'historien que vous étiez au départ et l'historien que vous êtes à l'arrivée, ce n'est pas du tout le même? Quelle trace, si vous voulez, cet exercice de fictionnalisation vous a laissé chez vous en tant qu'historien? Mais déjà, Louise, c'est un personnage rigolo parce qu'elle a été un peu créée. On dit c'est une fusion de nos 3 personnalités. Donc déjà, elle avait déjà des traits empruntés à nous, y compris dans notre approche de l'histoire. Notamment son engagement très très fort, très émotionnel avec les sources. Ça, c'est aussi nous dans une certaine façon. Et peut-être encore plus Laura, la 3e, là, qui est s'attache très 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 fort au personnage qu'elle trouve dans ses sources. Mais donc Louise, oui, je pense qu'elle nous a vraiment, je vais peut-être parler en mon nom,
je pense qu'à travers elle, en fait, son regard, c'est aussi le regard de déconstruction qu'on a dû faire en créant ce podcast. Donc, finalement, en déconstruisant l'histoire et en voyant qu'est-ce qu'on peut transmettre au public, qu'est-ce qu'on doit abandonner aussi, qu'est-ce qu'on ne peut pas transmettre, parce que c'est presque ça qui est plus dur, c'est la déchirure aussi il y a un niveau de détail qu'on ne peut jamais atteindre dans un projet comme ça de vulgarisation. Donc c'est aussi apprendre peut-être à travers Louise à se détacher de ce qui pour nous dans le détail compte en tant qu'historien, mais qu'on se rend compte finalement à travers le regard aussi de ceux qui écoutent Louise que c'est peut-être pas si important, c'est peut-être pas ça la moelle de l'histoire. Je pense qu'elle nous a aussi donné très envie enfin peut-être le podcast en général, mais juste d'approcher l'histoire de façon beaucoup plus créative. Mais ça, c'était une envie qui était là aussi au départ, mais en le faisant, ça nous donne encore plus envie de poursuivre dans ces voies. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et puis on est 3 personnes créatives, donc c'était une façon de mêler deux parties de sa vie, de les fusionner à travers un projet comme ça. Merci. Mais Tommy, je ne sais pas si tu veux répondre, Tommy. Si, merci. Brièvement, parce que tu as déjà dit beaucoup de choses. Moi, je remémorerais aussi, parce que bon, voilà, on ne peut pas tout dire en une fois, mais que le projet a duré 4 ans. En fait, on l'a commencé en 2017, et donc quelque part, Louise, qui nous représente toutes les trois, représente aussi, c'est presque mémoriel, enfin, en tout cas moi je le perçois aussi comme ça, c'est presque mémoriel pour moi, c'est-à-dire que ça représente aussi le métier, la façon dont je me représentais mon métier aussi il y a 4 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui sort du doctorat, qui a commencé à faire des post-docs, qui est aussi, voilà, parce que ça parle de ça aussi, ce podcast, hein, c'est cette trajectoire professionnelle de chercheur dans la recherche, à un moment donné, avec les questions que ça soulève en termes de débouchés, de potentiel burn-out, de vécu du monde du travail qui touche finalement tout le monde, même au-delà des personnes qui sont dans l'académique, et que quelque part, une fois que ça a été fini, ça nous donne aussi une perspective, un peu dans le rétroviseur, de bah tiens, en fait, la création a duré 4 ans, et donc il y a aussi ce reflet-là. Et puis l'impact, c'est sans doute aussi justement d'aller à la rencontre des publics, parce qu'on a été amené à travailler avec beaucoup de personnes, et toutes ces personnes nous ont donné des feedbacks sur notre façon de pourquoi on pensait que c'était intéressant de parler d'histoire, pourquoi est-ce que c'était intéressant de, par exemple, de ne pas changer le texte des archives ou quasiment pas, parce qu'il y avait toute cette question de moderniser les archives ou pas. Et donc tous ces retours, toutes ces discussions, je pense, nous a fait sortir de l'université, nous a amené à avoir plein de contacts. Et je dirais que c'est cette manière-là que Louise m'a touchée aussi, m'a transformée, parce qu'en tant que praticien des archives et historien, ben, finalement, c'était très instructif, comme tu le disais Valérie, de voir ce qui intéresse aussi les gens et de voir que c'est légitime. Il y a des questions qu'on se pose, nous, qui nous intéressent parce qu'on a nos dadas, on a les champs historiographiques, on est ce qui est important dans le milieu de la recherche, mais ce n'est pas toujours ce qui intéresse les gens, en fait. Et donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir un retour à ce sujet-là, quoi. Moi, je dirais ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres envies de partager? Peut-être pour lancer la balle, si personne ne la prend, c'est que... Oui, Isabelle, c'est une main? Oui, c'est une main. Désolée, je cherchais la main sur Zoom, mais je suis un petit peu mêlée. C'est moins une question qu'un commentaire, en fait. J'ai écouté votre podcast, vous venez de dire que ça a pris 4 ans. J'ai vu un petit peu Laura travailler là-dessus lorsqu'elle était à Ottawa. Félicitations, vraiment, là, de A à Z. Genre, si je peux juste dire un petit truc, j'ai fait du storytelling, 3 minutes sur la mélancolie et le suicide. Ça m'a pris 4 jours, faire 3 minutes avec le montage, là, ce que vous avez montré. Et je tiens vraiment à vous dire que le résultat est vraiment extraordinaire et ça prend énormément de travail. Je voulais vous féliciter, en fait. Ah, merci. Je vais mettre ma petite graine là-dedans, mais en rajoutant, c'est que il y a aussi eu, moi j'ai été très impressionné. Alors évidemment, le podcast est très beau, puis moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, puis qui fait lien aussi avec Isabelle, c'est qu'en effet, il y a la recherche en train de se faire, il y a ce personnage qui a une critique aussi évidemment du monde de la recherche, du travail des postdoctorants, des statuts précaires, etc. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et vous avez fait aussi un élan de travail ensuite de publicisation, de publicité de ce projet-là,
tout le travail qui a été fait sur les réseaux sociaux, sur la création du site, publier régulièrement un certain nombre d'articles, d'objets d'archives qui avaient servi à l'écriture. Je trouve que ça, c'est aussi une grande partie de ce travail-là, parce qu'on oublie qu'en effet, on passe beaucoup de temps à créer des projets de vulgarisation, mais si personne n'en entend parler, personne ne les écoute. Et je trouve que vous avez particulièrement bien réussi ce passage-là de faire connaître votre projet. Et je trouve ça, là, moi, j'étais assez impressionné de ça aussi, parce que je trouve que c'est un gros défi pour tout ce genre de projet. Alors, peut-être que la BD un peu moins, parce qu'elle est publiée par quelqu'un qui, derrière, il y a une machine de publication, il y a des maisons d'édition, mais quand on fait des projets de podcasts, de web documentaires dans notre cas, ou de séries documentaires, il y a ce travail-là ensuite d'aller à la rencontre du public, de faire connaître ce projet-là. Et donc ça, je trouve que c'était vraiment une belle réussite de votre part. Et c'est pas si facile. Enfin, on se rend compte, c'est évidemment un métier à part en fait de promouvoir des choses comme ça. C'était pas évident. Et je sais pas dans quelle mesure on a réussi aussi. Enfin, tu as l'impression qu'on a réussi, mais on n'arrive pas à savoir en fait si on pourrait aller beaucoup plus loin. Ou... Finalement, on a eu aussi plus de retours dans le milieu académique pour l'instant que dans le milieu de la radio. Donc, on se demande aussi, voilà, est-ce que radiophoniquement, on correspond moins à ce que les gens attendent dans le milieu de la radio. Peut-être qu'aussi, on a utilisé beaucoup de nos réseaux d'historiens et que finalement, en termes de promotion, on est quand même aidé un peu par justement cet organisme, la CSR dont je parlais. Mais peut-être que leur aide n'a pas encore porter des fruits et que ça va venir, c'est possible aussi. On est aussi sur des temps longs, hein, parce que les podcasts, en fait, oui, dans tous les airs, en fait, même une BD, c'est des objets qui survivent, donc on peut continuer à les promouvoir encore pendant un certain temps. Voilà, et on espère qu'on va toucher de plus en plus de gens, on verra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il nous reste encore, on peut prendre 5 minutes encore pour prendre les dernières questions. Sinon, je vais m'en permettre une dernière, mais je sais que d'expérience, d'avoir mené des projets qui sont assez similaires, vous avez répondu sur le fait que ça vous avait transformé en tant qu'historien du côté historien, mais est-ce que ça vous a transformé du côté historien ailleurs? Parce que je sais quand on fait ça, puis tu en as parlé, Valérie, avec toutes les étapes de ce travail-là, l'écriture, la musique, etc., on touche à d'autres métiers aussi. On touche à d'autres métiers dont on n'a pas l'habitude, on ne fait pas de montage, on ne sait pas faire de montage, on ne sait pas forcément faire de la musique, on découvre des métiers dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Est-ce que ça vous avez enrichi votre parcours de ce côté-là aussi, en acquérant des nouvelles techniques, en acquérant des capacités dans des domaines qui vous semblaient jusqu'alors inexistants ou alors impossibles à toucher? Oui, bien sûr, ça devient très concret, c'est ça qui est agréable. Après, moi, je suis aussi musicienne à la base, donc c'est une espèce de carrière mineure, parallèle dans la musique. Donc moi, je suis arrivée avec ce bagage-là, mais ça m'a permis, par contre, de vraiment découvrir les métiers de la radio, ça m'intéressait beaucoup à la base. Mais bon, le montage, ça va déjà un peu le faire, mais comment ça se passe comment un bruiteur travaille, c'est assez incroyable à voir. Travailler avec des acteurs, c'est pas facile. La direction d'acteurs, c'est un métier aussi. La prise de son, c'est un métier. Enfin, c'est vrai que même nous-mêmes, on a dû en effet toucher à tout et être au fourneau. C'est quoi l'expression? Au four et au moulin. Au four et au moulin. Donc oui, moi j'ai trouvé ça génial de ce point de vue-là. On rentre dans des nouveaux milieux artistiques et on découvre plein de nouvelles, voilà, plein de nouveaux métiers et on touche un peu à tout, donc on peut aussi voir ce qui nous plaît et ce qu'on aimerait creuser. Est-ce que vous regardez donc maintenant vos sources et vos archives historiques avec un nouveau regard, un regard plus radiophonique? Peut-être. Je pense que les archives vivaient déjà beaucoup dans nos imaginaires, justement, et que cette manière de enfin, voilà, la façon dont Louise entend les sources, parfois de manière très caricaturale, c'est on se moque un peu de nous-mêmes aussi en faisant ça, parce que quelque part, parfois, on se rend compte qu'en fait, on caricature les personnages qu'on lit et on est parfois même anachronique dans la façon dont on les perçoit, et ça fait partie des plaisirs qu'on a à être en archive, je pense. Et ça, je pense que beaucoup de gens ne s'imaginent peut-être pas cette richesse-là et on voulait la partager, quoi. Mais pour revenir sur les métiers,
Il y avait aussi cet esprit d'aventure parce qu'en fait, il y a plusieurs modèles pour finalement faire des podcasts. Il y a aussi le modèle où on écrit un script, c'est un scénario et on le donne à un réalisateur ou une réalisatrice. Ou voilà, France Culture fait ça notamment. Mais on ne voulait pas faire ça. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. On voulait faire nous-mêmes, on voulait apprendre, on voulait vivre une aventure aussi. Et donc, voilà, c'est un choix qu'on a fait qui a eu des implications en termes de réalisation parce que aussi c'était très difficile d'abandonner entre guillemets notre bébé à quelqu'un d'autre qui allait réaliser, qui n'était pas historien ou historienne. C'était très difficile de faire comprendre l'intention et voilà, et donc c'est aussi ce qui a motivé ce choix-là, mais voilà, donc c'était aussi un peu toute une épopée d'avoir effectivement vécu, d'avoir pu pratiquement mettre la main sur plein de pratiques différentes et c'était ça aussi qui était chouette, quoi. Merci beaucoup. Je laisse un temps de silence. S'il n'y a pas d'autres remarques et pas d'autres questions, je vais remercier nos 3 intervenants et intervenantes du jour. Merci beaucoup pour votre temps et vos belles présentations. Et je vais vous partager la prochaine de nos séances parce qu'on se réunit chaque mois, vous le savez maintenant. Et donc, notre prochaine séance aura lieu le jeudi, toujours à midi, heure québécoise, et normalement à 18h, heure européenne, puisque les Européens nous auront rejoints dans notre changement d'heure. Donc, le 14 avril, le jeudi 14 avril, on va parler de l'histoire de la santé dans l'art, autour du travail de Laura Pekanek et de Thibaut Boulevin. Donc, l'œil du médecin dans la peinture néerlandaise et ensuite l'art dans le sida. Donc ça, c'est pour le 14 avril 2022. Si vous avez reçu le lien pour aujourd'hui, vous recevrez le lien pour la prochaine séance par les mêmes biais. Merci encore de votre présence, merci encore de vos interventions et au mois prochain. Merci Alexandre pour l'invitation. Merci. Merci. Et à tous, bravo.